Grand angle consacré au procès historique et exceptionnel qui s'ouvre demain en France devant la cour d'assises de Paris. Procès des attentats de janvier 2015 en France. Les frères Kouachi et Amédi Koulibaly avaient semé la terreur. 17 morts au total. Leur cible, Charlie Hebdo, l'hypercachère de la porte de Vincennes ou encore une policière municipale. Charlotte Rothea, vous êtes au palais de justice de Paris. Procès, on l'a dit, et répété, historique et exceptionnel. À quel titre ? Oui, d'abord parce que plusieurs salles du nouveau tribunal de justice de Paris seront dédiées à ce procès. La salle d'audience où se trouvera la cour et les accusés, mais aussi 2 salles où le procès sera retransmis pour les parties civiles et leurs avocats. Car il va falloir accueillir quelques 200 parties civiles, survivants et familles de victimes, 94 avocats et plus de 100 témoins. Tout ça en respectant les mesures barrières. Un procès hors norme donc. C'est le premier pour un attentat djihadiste commis sur le sol français depuis 2017. Premier procès pour terrorisme filmé, une autorisation exceptionnelle pour constituer des archives historiques. Ces images ne seront donc pas diffusées directement, elles seront accessibles dans 50 ans. Charlotte Rothea, merci pour nous. On vous retrouvera bien entendu demain. Vous suivez pour TV5 Monde ce procès. Notre invité à présent, Bernard Rougier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, spécialiste des relations internationales et vous travaillez sur l'évolution de l'islamisme au Moyen-Orient et en France. Parmi vos livres, Les territoires conquis de l'islamisme, édition PUF. Peut-être d'abord une question. Pour vous, ce procès, il est important à quel titre ? Il est important parce qu'il permet de comprendre la production de la violence. Il permet de comprendre le milieu qui a entouré et qui a nourri les tueurs. Il permet de comprendre aussi la division entre ceux qui exécutent, on les connaît, les frères Kouachi, Amédi Koulibaly, et ceux qui conçoivent ce type d'opération. Il est important parce qu'avec les complicités, avec les encouragements, avec les soutiens, on a au fond la perception d'un milieu militant qui peut conduire au pire. Et on peut comme ça comprendre le moment où une morale particulière se substitue à la morale universelle et où le crime est autorisé. Alors le rappel des faits à présent, c'était un 7 janvier, donc tout a commencé avec l'assaut des frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo. Les précisions de Charlotte Rothea. À cet instant, les frères Kouachi ont déjà abattu 11 personnes, dont 10 à Charlie Hebdo. Parmi eux, les dessinateurs Charb, Cabu et Wolinski. En plein Paris, les terroristes prennent le temps de recharger leurs armes avant de fuir les lieux. Face à une voiture de police échange de tirs, les policiers reculent et les laissent s'échapper. Dans leur fuite, ils tuent à nouveau le policier Ahmed Merabé. Rapidement sur les lieux, François Hollande qualifie l'attaque. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Commence alors la traque des 2 frères, vite identifiés par la carte d'identité de Saïd Kouachi, retrouvée dans leur voiture abandonnée. Le soir de l'attentat, les Français se rassemblent déjà, stylo à la main, sous le même message « Je suis Charlie ». Le lendemain matin, 8 janvier, la jeune policière municipale Clarissa Jean-Philippe est abattue à Montrouge. Le tireur, Amédi Koulibaly, est en fuite. Il se révélera être un proche de Chérif Kouachi. Les 2 frères sont eux repérés par la vidéosurveillance d'une station essence dans l'Aisne. Le RAID et le GIGN ratissent la zone jusque tard dans la nuit. Le 9 janvier, les 2 hommes sont signalés en Seine-et-Marne, à Dammartin en Goële. Ils se retranchent dans une imprimerie et prennent en otage son directeur, sans savoir qu'un 2e employé est là, caché sous l'évier de la cuisine. Le GIGN se déploie, prêt à intervenir, quand une prise d'otage est annoncée à l'hypercachère de la porte de Vincennes à Paris. Les assauts des forces de l'ordre doivent être coordonnés. Les frères Kouachi finissent par sortir du bâtiment en tirant. Ils sont abattus. À la porte de Vincennes, Amédi Koulibaly est lui aussi tué. Les otages libérés. 4 sont morts sous les tirs du terroriste. Le 11 janvier 2015, 3,5 millions de Français manifestent. À Paris, en tête de cortège, des dizaines de chefs d'État côte à côte. Tous défilent en hommage aux victimes et pour la liberté d'expression. Une liberté toujours défendue par Charlie Hebdo. 5 ans après, le journal annonce republier les caricatures de Mahomet, pour lesquelles il était devenu une cible des djihadistes, dans le numéro de ce mercredi, date de l'ouverture du procès. Que vous inspire cette une de Charlie Hebdo ?
Je crois que c'est important de réaffirmer les choses et de ne pas céder à l'intimidation et à l'autocensure. Donc il fallait marquer le coup et ils l'ont fait. Je pense qu'ils ont eu raison. On avait parlé à l'époque, on disait qu'il y avait un avant, un après Charlie Hebdo, plus de 5 ans après. Vous qui êtes sociologue, que reste-t-il de ce moment historique, malheureusement, pour la tragédie dans la société française ? Le moment est toujours présent. Dès qu'on écrit sur ce sujet, la violence qui s'est déroulée est présente, si vous voulez. Chaque fois qu'il y a une violence de ce type, il y a une dimension normative et il y a des tentative pour d'autres de reproduire cette violence dans d'autres contextes, contre d'autres personnalités. Et voyez, si on fait le bilan de cette violence, elle nourrit toujours une violence ultérieure. C'est ça qui rend les choses particulièrement inquiétantes. C'est pas seulement la réduction de la liberté, l'intimidation de tous ceux qui sont amenés à créer et à parler de ce sujet, c'est aussi l'idée qu'une violence va susciter une violence supplémentaire à un autre moment. Et on évoque bien entendu les 17 morts, mais il y a aussi les rescapés, ceux qui ont survécu. Il leur en coûte. Témoignage d'un rescapé de l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Le récit est signé Sophie Goldstein. Ce 9 janvier 2015, il s'en souvient, Alain Coinon. Et il en parle volontiers, contrairement à d'autres survivants. C'est un événement qui m'a marqué énormément, mais il ne m'a pas traumatisé. L'ancien diplomate travaille alors porte de Vincennes à Paris. À l'heure du déjeuner, une envie de houmous le conduit à l'hypercachère, tout près. Quelques minutes plus tard, Amédi Koulibaly, qui a tué une policière la veille à Montrouge, entre à son tour dans la supérette, armé d'un fusil d'assaut. À la première explosion, Alain Coinon s'est précipité au sous-sol dans la chambre froide comme d'autres clients. Refuge de courte durée, il est contraint de remonter sur ordre du terroriste. Je me suis dit peut-être que ce type, il tire sur tout ce qui bouge, donc il vaut mieux quand même que je fasse pas le malin. Et je lui ai dit, je peux venir. Et il m'a répondu, oui, venez monsieur. Je me souviens de ce monsieur, c'est un peu inattendu, c'est pas amène-toi sale juif ou un truc comme ça. Amédi Koulibaly choisit ses victimes. Yohan Cohen, 20 ans, employé de la supérette, est le premier visé. Et alors il nous a dit, vous voulez que j'achève ? Je peux. Vous voulez que j'achève ? Je peux. Alors la dame et moi, on a dit, ben non. Bon, il est parti. Philippe Braham a dû décliner son identité, abattu. François-Michel Saada, cadre à la retraite aussi, et Yoav Attab, l'étudiant qui a tenté de neutraliser le terroriste. Puis à un moment, il s'est affaissé, c'était fini. Voilà, ça c'est un des moments qui me reste le plus en mémoire. Pour Alain Coinon, l'assaut des forces de l'ordre en fin d'après-midi sonne la fin du cauchemar. J'ai vu le rideau de fer qui se levait un tout petit peu. Et là, je me suis jeté par terre, évidemment, en mettant mon sac sur la tête. Alors là, ça a pété dans tous les sens. Le terroriste, lui, est tué. Dans une vidéo posthume, il se réclame du groupe État islamique. À l'hypercachère, il a fait 4 victimes, toutes juives. Bernard Rougier, ce qui avait sidéré la France à l'époque aussi, c'est que ces attaques meurtrières ont été commises par des Français nés en France, élevés sur le sol français. Vous qui êtes sociologue, comment l'expliquez-vous ? C'est une question difficile. Évidemment, pour ce qui est de Amédi Koulibaly, c'est un délinquant à l'origine. C'est vraiment quelqu'un qui fait des hold-up, des braquages et qui rencontre le djihadisme dans son séjour en prison à Fleury-Mérogis. C'est là où il y a ce croisement, cette hybridation entre sa violence de délinquant et ces nouvelles convictions idéologiques qu'il acquiert au contact de Jamel Berral, qui est lui-même un ancien membre d'Al-Qaïda. Donc vous voyez, c'est ce que j'appelle des transmissions de mémoire violente, en quelque sorte, qui se sont opérées à ce moment-là à Fleury. Donc il y a la diffusion d'une idéologie qui va redéfinir en quelque sorte autrui, qui va le désigner comme l'incarnation du mal et qui va faire que le terroriste a le sentiment que dans l'hypercachère de Vincennes, il répond à la violence de l'armée israélienne en Palestine, etc. Que c'est la loi du talion, un coup rendu contre un coup pris. Vous voyez ? Donc il y a les effets de la mondialisation sur nos sociétés, le fait qu'ils soient influencés par des textes wahhabites extrêmement violents dans la définition du non-musulman ou du musulman non pratiquant à leur manière. Bref, il y a des constructions qui s'opèrent à la faveur de la mondialisation et qui font que les socialisations sont très diverses et certaines se font
évidemment, dans la violence et dans la séparation et dans la fracture. La France annonce avoir déjoué 32 projets d'attentats depuis 2017. Plus de 8000 personnes sont aujourd'hui signalées pour radicalisation en France. Selon vous, la menace est-elle toujours présente ? S'il y avait un nouveau foyer djihadiste comme l'État islamique en Irak et en Syrie, il y aurait un risque équivalent, évidemment, parce que c'est un phénomène structurel. Notre droit a raison, c'est un droit libéral qui punit les coupables, les sanctionne, cherche à comprendre leur trajectoire, mais à mon sens, c'est un phénomène structurel. Si ça n'avait pas été Amédi Coulibaly, ça aurait été quelqu'un d'autre. Les conditions structurelles sont là pour que cette violence continue. Et c'est à nous maintenant de lutter à la fois par la répression, mais surtout par l'intégration, la perspective, la citoyenneté contre ce type de phénomène. Merci beaucoup Bernard Rougier d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.